Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, merci de commencer la semaine avec moi. Avec plaisir. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast Legend Ladies avant ton spectacle au Grand Rex dont on va parler. On va parler aujourd'hui de ton parcours, de tes convictions et puis aussi de ta vision de l'ambition parce que c'est un peu aussi le thème du podcast. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu as grandi? Quel genre d'éducation tu as eu pour revenir vraiment aux origines? Alors, à l'origine, étonnamment, ma mère vosgienne et mon père bordelais vont se rencontrer à Nantes, où je suis conçue et où je nais. Et on part directement après ma naissance au Maroc, où j'ai passé les premières années de ma vie. Pourquoi? Pour le travail de tes parents? Non, mon père était, je crois que ça s'appelait VSN à l'époque, c'est pour son service militaire. Donc ça dure 2-3 ans. Et je pense que du Maroc, j'en ai gardé une vraie liberté, parce que là-bas, il y avait beaucoup moins de règles, beaucoup plus de liberté pour une enfant. Et je le sais parce que quand je suis rentrée en France, quand ma mère voulait accoucher dans les Vosges de ma sœur, qui donc est née vosgienne, là, je crois qu'il y a eu un gros choc. J'ai eu beaucoup de mal avec les règles, les choses strictes, etc. Tu avais quel âge quand tu reviens en France? 2-3 ans, je ne sais pas exactement. Et donc après, on va s'installer en Seine-et-Marne. 77 représente, c'est que des doubles chez moi. Bordelais 33, ma mère 44, ma mère 88, moi 44. Et j'ai grandi dans le 77, c'est assez marrant. Je ne sais pas si c'est une signification ou pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je grandis dans cet espace assez chouette de la Seine-et-Marne, parce qu'il y a beaucoup d'espaces, mais un peu trop d'espaces verts, et difficile de se déplacer quand tu es jeune. Donc tu passes très vite ton permis. À 18 ans. Forcément. Et dans une famille trop sévère. Voilà, beaucoup trop sévère. Ta maman travaillait? Ma mère était orthophoniste, orthophoniste, elle est toujours vivante, mais elle n'est plus orthophoniste. Et mon père était ingénieur. Et ça, c'est fou. Le mélange est dur. Pourquoi tu dis trop sévère? Parce qu'on t'a beaucoup reproché pendant ton enfance de prendre trop de place. Est-ce que c'était par rapport à ton caractère que tu estimais qu'ils étaient trop sévères, ou rétrospectivement, toi qui as eu des enfants, tu te dis vraiment c'était rigide? Ah non, c'était vraiment rigide. J'ai pris tellement de gifles que... Ah oui, ok. Moi-même, je me suis juré que jamais je taperais mes enfants. Donc mes enfants n'ont jamais eu ni une gifle, ni une fessée, ni rien. T'as tenu. Parce que parfois on a des principes et après on a des enfants. Mais quand ça t'a tellement marqué, et que c'était tellement violent, et que surtout, j'ai toujours trouvé ça injuste. C'est-à-dire que t'as pas le droit de taper un être humain. Normalement, un adulte, t'as pas le droit. Tu peux utiliser des mots, mais t'as pas le droit de le cogner. Tu peux pas en garde à vue. Mais un enfant... T'as le droit. Et il n'a pas le droit de te répondre. C'est quand même dingue que tu puisses taper un enfant, mais pas un adulte. Et puis, mon père avait ce truc de baisse les yeux. Etc. Et moi, non, je ne baisserai pas les yeux. Bon, tu prends une gifle, t'en prends 2, à la 3e, tu baisses les yeux. Alors moi, d'ailleurs, c'était pas à la 3e, c'était plus loin, parce que j'ai un vrai caractère, on disait un mauvais caractère à l'époque. Et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, tout ce qui était trop, tout ce qui était insupportable, c'est devenu une qualité sur scène. Et c'est pour ça que je le dis souvent aux gens qui nous écoutent, et tous les gens qui vous écoutent là, c'est si vous n'êtes pas bien, aux enfants, surtout si vous n'êtes pas bien et que vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, vous n'êtes pas la bonne personne, c'est par rapport à votre milieu d'aujourd'hui peut-être. Mais peut-être que quand vous aurez trouvé le bon milieu dans lequel tout ce que vous négatif va devenir une qualité. Mais tu as totalement raison. Moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, t'as ton prétendu défaut d'être trop va être une qualité ou parce que tu es au bon endroit. Et tu sais, ou pas assez. Et tu sais, ça m'a fait... D'ailleurs, aux femmes, on leur dit souvent trop ou pas assez. Bien sûr. Mais ça me fait penser, tu sais, à cette phrase, je ne sais plus de qui dit « Essayez d'apprendre à un poisson à grimper à un arbre, il passera sa vie à penser qu'il est stupide. » Et c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc moi, déjà, quand j'ai eu le métier d'avocate, ma façon de parler, etc., mon éloquence, je l'ai utilisée, mais pas au point où je l'utilise aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je suis comme un poisson dans l'eau, je suis ce que je dis aligné. Parce que tu es à ta place. Je suis à ma place. Mais j'ai eu du mal à trouver parce que dans mon enfance, pour revenir à ta question, j'étais pas dans une famille du tout artistique. Très terre à terre. Donc, ingénieur et orthophoniste. Et du coup, mes parents ne m'ont jamais emmenée au théâtre. D'accord. Donc je ne vais pas connaître le théâtre ni l'envie de ça, je le découvre bien plus tard quand je suis avocate. Donc c'est pas un truc... Et ça aussi, j'ai corrigé avec les miens. Je les ai emmenés au théâtre à Avignon, ils avaient 6 mois, et les pièces pour les tout petits qui durent 15 minutes. Génial. Donc vraiment pour leur donner l'envie du théâtre. Et à l'école, ça se passe comment? Pour moi, c'est l'enfer. C'est vrai? Je suis dans des écoles privées catholiques. Où déjà, ce qui est difficile, c'est que je fais partie de la bourgeoisie, mais la petite bourgeoisie. Donc, je fais partie dans mon univers, je suis en bas de l'échelle sociale. Donc, quand je demande à mes parents un sac chevignon, parce que tout le monde a un sac chevignon, et moi, je veux être comme tout le monde. En fait, quand tu es ado, tu as envie d'être comme tout le monde. Donc, je suis au collège, je suis en préadolescence, et ils ont tous un sac chevignon, et moi, j'en rêve. Et mon père voit les prix, il dit « mais ça va pas, n'importe quoi ».
Et à Noël, il m'offre un sac Pepignon. C'est quoi ça? C'est une imitation. Mais non. Grossière, dégueulasse, à la écrit Pepignon en gros. Et c'est pas un canard, mais c'est 2 gants de je me souviens, le truc là où tu attrapes les baskets, pas de basket. Baseball. Baseball, merci. 2 gants de baseball comme ça. Ce truc est immonde et mon père il me dit tada. Je fais mais jamais je porte ça. C'est pire que tout, mieux vaut ne pas avoir qu'avoir une mauvaise imitation. Évidemment. Donc mon père ne comprend pas pourquoi. Moi je refuse de le mettre et j'ai une vieille sacoche sur laquelle je mets du Tipex et toute cette période-là, je vais faire croire que moi je trouve ça nul les marques. Ce qui me permet d'expliquer pourquoi j'ai pas de sac chevignon sans expliquer que c'est parce qu'on n'est pas assez riche. Ouais, et ça, je peux pas l'accepter. Et on va dans des rallyes. Donc, je suis invitée dans les rallyes, il faut avoir une robe de soirée. Ah ouais. Mes parents vont pas acheter une robe de soirée. Donc, on va. Aujourd'hui, c'est cool, mais à l'époque, c'est pas cool du tout. On va dans les dépôts-ventes. Ouais. Maintenant, c'est genre vintage, c'est Planète et tout. Mais à l'époque, c'est juste les pauvres. Donc, on va dans les dépôts-ventes où on prend une robe et on la ramènera après. Juste pour la soirée. Et moi, j'avais qu'une tournée la soirée. C'est de tomber sur la meuf. Ah, bah c'est la robe que j'avais la dernière fois. Avec la grosse tache sur laquelle tu mets une fleur pour cacher la tache, tu vois. Et puis d'ailleurs, les rallyes, ça va être une de mes grosses déceptions d'enfance. Pourquoi ? Parce qu'au départ, il y a ma sœur et moi qui sommes invités. Donc, quand tu es dans un rallye, tu es invité et tu as une lettre écrite Mesdemoiselles Caroline et Emmanuel Vigneault. Et puis un jour, arrive la lettre, il y a écrit Mademoiselle Emmanuel Vigneault. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais virée des rallyes. Et c'est les parents qui invitent. Oh oui, c'est les parents qui ne veulent plus que j'y sois. Parce que je suis trop. Parce que pendant les soirées de rallye où ils m'ont vue, je rigole, je danse, je fais du bruit. T'as pas le comportement attendu d'une jeune fille de bonne famille, en fait. Ce qu'on n'arrête pas de me dire à l'époque, c'est que je ne suis pas une fille bien. Wow. Je ne sais pas ce que c'est qu'une fille bien. Je sais que c'est pas moi, puisqu'on n'arrête pas de me le dire. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, je ne comprends pas, je suis première de la classe. Je n'ai pas couché avec un garçon parce que je passe mon bac, je suis vierge. Donc autant te dire que ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a expliqué la première fois. Elle a sacralisé. Attention, complètement. Attention, c'est pas avec n'importe qui, c'est hyper nana. C'était que moi, ma première fois, donc j'ai mon bac. On ne dit pas du tout au mec d'ailleurs. Non, bah non, il faut y aller. Mais nous, on a ce truc, cette fleur qu'il faut donner, et pas à n'importe qui. Et donc, moi, la première fois que je couche avec un garçon, que j'ai passé mon bac, c'est l'été après le bac, et je trouve ça sympathique. Mais tu vois, je me dis, tiens, le plafond, c'est pas ouvert, il n'y a pas eu des chants christiques, il n'y a pas eu des fleurs. Enfin, c'est tout, quoi. Genre, c'est ce truc-là, dont on m'a parlé. Je me dis, bah, franchement, il ne faut pas en faire tout un flanc, quoi. Et donc, ma sœur, qui, elle, hésite, à oui, maman a dit, c'est pas le bon. Je fais, vas-y, c'est bon. Vas-y, t'inquiète, c'est pas l'homme de ta vie, c'est pas grave. Est-ce que tu te souviens, dans ces années-là, l'adolescence, même peut-être début de la vie d'adulte, un moment où tu ressens que tu es justement à ta place ? C'est quoi ta première expérience, ton premier ressenti de te dire « Ok, là, je suis dans un univers où j'ai pas l'impression d'être trop ». J'aurais pu dire avocate, mais c'est même pas vrai parce que avocate, j'ai eu des grosses déceptions. D'abord, le jour où je prête serment. Qu'est-ce qui t'amène déjà vers les études de droit ? La parole. Ok. J'adore parler. Ouais, donc tu as cette image de dire je vais plaider. Moi, j'ai envie de parler, je parle tout le temps. Partout, on me dit bonne élève, mais trop bavarde. Ouais. On me dit arrête de parler, je n'y arrive pas. C'est un truc que j'ai. Et je sais pas d'où ça vient. J'adore parler, j'adore discuter, j'adore ça. Sauf que je le fais gratuitement. Et là, on me dit il y a un métier où tu peux le faire et t'es payé. C'est pour moi. C'est pour moi. Et donc, je vais découvrir ce métier que je vais adorer. Mais le jour où je prête serment, ça se passe sur 1 an, les prestations. Et je prête serment dans une des premières sessions à la cour d'appel. Et il se trouve que les premières sessions sont réservées à ceux qui ont des connexions. Parce qu'ils se font passer leur dossier avant. Sauf que moi, dans le cabinet où je suis, on a besoin que je plaide rapidement. Donc, un des mecs qui est très connecté va m'obtenir une place au milieu de ces gens. Et donc, je prête serment hyper fière. Il y a ma famille, mes grands-parents, mes parents. Et le procureur va pas arrêter de dire de voir cette famille juridique, je vois le fils de machin, et vous, que je vous connais. Et on est 3 à être fils de... Moi, je suis la première avocate de ma famille. Donc, nous, on est 3 là. Et on se dit, et nous ? Non. Alors, donc, du coup, il n'y a pas de message pour nous. Bon, on prête serment avec les autres, mais ce moment, et je me souviens, mon père a été très choqué, parce que mon père est sorti de là, il m'a dit, désolé, parce qu'il dit bon sang, voilà, il avait dit bon sang ne saurait mentir. Donc, le bon sang. Et mon père avait dit, je suis désolée pour l'absence totale héréditaire qu'on te donne. Ça m'avait un peu choquée. Ouais. Et puis après, pareil, je faisais rire un peu comme ça. Il y a des avocats que ça choque parce que pour certains avocats, tu dois toujours bien te tenir, etc. Donc, quand je plaide, je suis à ma place.
je veux faire des concours d'éloquence, je veux sentir que c'est pas, mais c'est pas encore ça. Ouais, je suis à 70%. Et tu arrives quand même, parce qu'attends, là on en est au moment où tu plaides, mais les études de droit pour en avoir fait aussi avant d'être en école de commerce, c'est quand même un sacré truc. C'est-à-dire que tu es en amphi avec 600 personnes au début de l'année, après tu te retrouves à 200. Enfin, faut les faire. Nous, c'est même plus que c'est Paris 1. Moi, j'étais à Paris 1 à la Sorbonne. Ouais, moi j'étais à Paris 2, donc vous c'était peut-être un peu plus, mais il faut les faire quand même, les études de droit. Tu tiens pendant jusqu'au M2 ? Ce qui est hyper drôle, c'est que moi, après mon bac C, parce que j'ai un bac C, je suis la dernière année au bac C, mais ça veut dire aujourd'hui c'est maths, option maths, donc c'est le plus difficile, on va dire, en tout cas à mon époque. Je pars en prépa HEC. Ok. Et je vais détester la prépa parce qu'il y a beaucoup de travail, on t'oblige à travailler, c'est encore très scolaire. Je m'engueule avec mon père évidemment, et pour le faire chier, je refuse d'aller passer mes concours. Ce qui est complètement stupide parce que ça fait chier mon père, mais ça me fait chier surtout moi. T'as quand même le sens de la contradiction. Ah non, mais mon père m'avait dit tu vas y aller, je te préviens, tu vas y aller. Je fais ah ouais, ok, d'accord. Tu vas m'emmener de force dans la salle, très bien. Tu vas m'asseoir de force sur la chaise, ok. Tu vas me mettre de force ce stylo dans la main, et ensuite tu vas faire quoi? Et là, mon père se rend compte qu'il peut rien faire. Et donc, ils ont perdu beaucoup d'argent, et moi, je suis pas allée passer aucun. Donc tu te retrouves sans rien et tu t'inscris en fac de droit. Voilà, je pars en fac de droit. Et là, la fac de droit, j'ai adoré parce qu'on m'a dit tu veux pas bosser, bosse pas. Ouais. Donc cet esprit de contradiction, c'est ok, si vous m'obligez pas à bosser, je veux bien bosser. Je vais bosser parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Et t'es plutôt bonne élève en plus à l'école. Ah ouais, j'étais super bonne élève, mais à la fac, au bout d'un moment, j'en avais marre qu'on me dise lève-toi à 8h, fais comme ci, fais comme ça. Là, la fac, c'est fais comme tu veux. Tu veux pas bosser, bosse pas. Mais par contre, tu n'auras pas ton année. Mais là, j'adore qu'on me responsabilise. Ouais. Et là, je me dis, c'est ma vie, je la prends en main. Je veux avoir le concours, oui. Et d'ailleurs, j'ai toutes mes années de droit. Et la dernière année, la maîtrise, je veux une mention parce que ça m'a aidé pour avoir un DESS. Maintenant, c'est Master 2. Et j'ai ma mention. T'as ta mention. Mais quand c'est pas utile, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de me faire chier. Je travaille juste ce qu'il faut pour l'avoir. Donc, je vais pas en cours si je suis sortie la veille. J'ai une vie d'étudiante. Je profite. Mais quand il faut bosser... là, il n'y a pas de cas. J'ai jamais redoublé une seule année. J'ai même pas passé une seule année en septembre parce que je ne voulais pas niquer les vacances. Au rattrapage. Donc, tu as eu, toutes mes années. Mais par contre, à partir du mois d'avril, je bossais. Ok. Et alors, quel souvenir tu gardes de ces années en tant qu'avocate? Tu fais quelle spécialité? Droit? Au départ, je pars en responsabilité civile. Je voulais faire du droit médical et puis je me rends très vite compte dans la pratique que le droit médical... parce qu'on fait des stages, que c'est pas très intéressant intellectuellement parce que tu as un médecin qui va te dire voilà, il y a une faute ou il n'y a pas de faute, et toi tu dois broder autour de ça. Donc je vais bifurquer vers l'assurance vie, la réassurance, c'est l'assurance de l'assureur, c'est donc l'assureur qui revend du contrat d'assurance, de la prime. Donc ça c'est très intelligent, enfin très complexe. Des contrats très complexes et surtout c'est en anglais, c'est de l'arbitrage international. Voilà, donc ça m'ouvre plein de portes de ce point de vue-là et je vais adorer faire ça jusqu'au jour où je passe un concours d'éloquence qui s'appelle la conférence du barreau de Paris. Je suis lauréate et là je vais faire du droit criminel pendant 1 an. Je suis commise d'office aux assises, c'est-à-dire qu'à Paris, c'est ça. Si vous commettez un crime, vous n'avez pas d'avocat, vous aurez un secrétaire de la conférence. Et donc c'était toi? Moi et mes camarades. Parce qu'on est 11 par an à l'avoir. Enfin 12, moi j'étais 11 plus moi, on va dire. Et là c'est extraordinaire parce que je passe des cols blancs, des gens à qui je parle de contrats, de millions, de machins, de trucs, comment faire pour régler tel contrat, tel problème, à j'ai tué ma femme. J'ai violé. Pourquoi tu as voulu passer ce concours-là? Pourquoi tu as voulu faire ça? Pour enrichir justement ta connaissance et ton... Non, parce que si j'étais devenue avocate, au fond, c'était pour plaider. Et c'est vrai que je plaide en anglais ou même en français, mais je plaide, mais la vraie plaidoirie, la seule et unique, c'est la pénale aux assises, marcher sur les bras de Vergès, d'Inter. Bien sûr. Et je me suis dit, il n'y a pas de cas où je suis avocate et où je ne fais pas ça. Et le seul moyen pour y arriver, quand tu as une formation en droit des affaires, c'est la conférence. Donc tu te retrouves commis d'office sur certains cas. Ça se passe comment quand tu rencontres quelqu'un? Du coup, tu as rencontré des... des tueurs, des violeurs, des braqueurs que je n'ai jamais défendus, puisque les braqueurs, quand je les rencontre en prison, à chaque fois... me voient arriver, ils me disent « Ah non, mais vous êtes mignonne, mais ça ne va pas être possible. » Ah oui, d'accord. On veut un vrai avocat, c'est une vraie affaire. Le jour où je vole, maintenant il me dit « Le jour où je vole une baguette de pain, je t'appellerai. » Mais là, c'est un braquage. Ok, donc délit de faciès parce que femme mignonne, blonde, ok. Et donc, j'ai jamais pu défendre un braqueur parce que misogynie du milieu. Mais dans ces cas-là, ils refusent l'avocat commis d'office, en l'occurrence toi, et ils peuvent refuser combien de fois? Alors, combien de fois, je ne sais pas, mais de la même façon qu'un avocat commis d'office peut refuser. Ok. De toute façon, il faut que ça matche. Moi, j'ai utilisé une fois ma clause de conscience sur un homme qui avait été accusé d'actes de
pédophilie avec acte de barbarie. D'accord. Et quand j'ai ouvert le dossier, j'ai commencé à voir les photos. Le dossier, j'ai fait, j'y arriverai pas. C'était au-delà de ce que moi je pouvais faire. Même si je suis convaincue et extrêmement convaincue que n'importe quelle personne, même la plus ignoble des personnes, qui a fait le plus ignoble des crimes, doit être défendue par un avocat, parce que c'est le fondement de l'état de droit. Bien sûr. Si tu donnes déjà le pouvoir à quelqu'un de décider qui a droit à un avocat et qui n'a pas le droit à un avocat, c'est la fin de la démocratie. Bien Donc, sûr. le meilleur des avocats, de toute façon, ne pourra pas faire acquitter le pire des criminels. Tout à fait. Mais au moins, on ne peut pas descendre au niveau des criminels. C'est pour ça que je ne suis pas pour la peine de mort non plus, même si des fois, bien sûr, comme tout n'importe citoyen, ça titille. Il y a des mecs qui font des trucs tellement horribles, on se dit, évidemment. Ça serait tellement mieux. Mais on ne peut pas descendre à leur niveau et on doit être, en tant qu'État, en tant que peuple, on doit être au-delà de ça et amener les gens vers mieux. Et déjà, la privation de liberté, c'est quelque chose d'atroce. Oui, complètement. Ok, et donc qu'est-ce qui fait que tu avances comme ça? Finalement, à un moment donné, on va en parler, mais tu décides de quitter la robe et de changer de trajectoire. Mais le fait de plaider comme ça au pénal, j'imagine que ça te plaît. Ah, j'adore. Et du coup, pourquoi tu continues pas dans cette voie? Alors, l'adrénaline, la plaidoirie, j'adore, mais je suis sûrement quelqu'un d'un peu trop sensible, je sais pas. Ça m'abîme beaucoup parce que l'école blanc, les problèmes de thunes, quand ça se termine le soir, bon, t'as un peu de stress parce que tu défends ton client et tu veux que ça se passe bien. Ça reste un boulot, il n'y a pas d'humain. Quand tu défends quelqu'un qui... moi, je faisais la défense de la personne qui est accusée, donc la vraie défense. Quand tu es en partie civile, tu ne défends pas. Ce que les gens oublient souvent, c'est que le procès, c'est le procès du criminel. C'est pas le procès de la victime. Donc on va parler du criminel, on va défendre le criminel. La victime a la parole, évidemment, elle a besoin de ce procès. Et la partie civile est essentielle parce qu'elle doit dire tout ce qui s'est passé et la personne doit être punie si elle est coupable. Mais moi, je défends la personne qui est soi-disant présumée innocent et peut-être coupable. Et des fois, tu défends, et souvent, des coupables. Tu le sais qu'ils sont coupables, ils te le disent, ils le reconnaissent, bien sûr. Et défendre ces gens-là, c'est un vrai truc. Et j'ai aussi défendu des gens. Ma première plaidoirie, un homme accusé de viol et de violence. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'il a effectivement frappé cette femme, mais qu'il n'y a pas eu viol. C'est mon intime conviction, eu égard à ce que je vais découvrir dans le dossier. Et je vais expliquer, je pense, pourquoi cette femme porterait plainte pour viol si elle n'a pas été violée. J'ai dit, moi j'aurais fait pareil à sa place. Ah ouais? Je l'ai dit, parce que je le pense sincèrement. Parce que quand tu tapes une femme comme il l'a frappée, et ça c'était ce qu'il a fait, il était ivre mort, mais malgré tout il l'a vraiment frappée, et il risquait que 3 ans de prison. Et je pense que c'est pas assez. Bien sûr. Qu'un mec qui frappe une femme comme ça doit prendre bien plus. Ouais, donc voulant aggraver effectivement le seul moyen, il faut changer la loi. La loi n'a toujours pas été changée. Et pour autant, d'ailleurs, je pense que les jurés vont m'écouter parce qu'il va prendre... donc, s'il avait violé, il prenait 15 ans. Le fait d'avoir tapé ses 3, il va prendre 7. Ok. Et je pense que c'était une bonne décision parce que prendre 7 ans pour les coups et blessures qu'il avait mis, c'était le minimum. Mais le minimum. Moi, j'aurais aimé qu'il prenne 15. Bien mais sûr. Je le défends. Là, je parle de la citoyenne. En tant qu'avocate, étant persuadée de ça, moi, je voudrais qu'il prenne que 3 parce que je pense comme il a comme il a frappé cette femme, il doit prendre le maximum possible par la loi, c'est 3. Tant qu'on n'a pas changé la loi. Bien sûr. Et c'est assez marrant d'ailleurs de penser, toutes mes convictions personnelles, moi j'ai défendu des violeurs, alors que je sais que je suis engagée contre les violences faites aux femmes, etc. Mais j'ai jamais défendu un violeur en traitant la victime de menteuse. Jamais. C'est-à-dire, j'ai expliqué pourquoi il en est arrivé là, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence pas. Mais sans discréditer la parole. Et si le violeur ou la personne accusée de viol m'avait demandé de dire c'est une menteuse, etc., j'aurais jamais pris le dossier. Là, j'ai vu ce qui s'est passé dans le procès Pellicot, des avocates qui ont traité Madame Pellicot de menteuse en disant que c'était un jeu, que ceci, alors même que son mari a reconnu, alors même qu'on voit les images, elle est complètement en état c'est daté. C'est daté, ouais, complètement. Et l'avocate disant que c'est faux. Mais ce qui est une pitoyable d'ailleurs ligne de défense, enfin au passage vu le contexte. D'abord c'est pitoyable, mais c'est surtout c'est rajouter une couche aux victimes. Et puis là, bon, en tant qu'éthique de travail, je sais pas comment tu peux dormir paisiblement après. J'en parle dans mon spectacle, mais je le dis maintenant ouvertement. J'ai eu 2 agressions sexuelles et un viol. Donc, je sais ce que c'est. Donc, jamais il me viendra l'idée de faire ça. Et donc, pourquoi j'arrête le pénal? Parce que c'est trop dur déjà de défendre des violeurs, ça m'abîme, je me rends compte. Même si intellectuellement, je sais qu'ils doivent être défendus et que je fais mon travail pour l'état de droit et la démocratie, je me rends compte que ça ne me convient pas. Donc, j'ai plus envie.
Et puis en plus, je rentre le soir, voilà, je porte tout ça. Et c'est très dur. Et donc au bout d'un an, je me dis, j'arrête. Et alors du coup, entre le moment où tu te dis, ok, je vais arrêter, et le moment où tu passes à finalement à faire complètement autre chose, quel est le cheminement ? T'as quel âge au moment où tu décides ça ? Et comment réagit aussi ton entourage ? Parce qu'on voit dans ces moments-là que les réactions des proches ou moins proches peuvent être assez ambivalentes. Bon, déjà, j'arrête le droit pénal, je reviens au droit des affaires. Et là, il va y avoir 2 événements dans ma vie. La mort de mon grand-père, vosgien. Le père de ma mère. De ta mère. Qui quelqu'un que j'aimais énormément et qui décède. Et là, je me rends compte que la Terre continue de tourner. Robert Schneider est mort, tout le monde s'en fout. À part nous, ses proches, sa famille, mais le reste du monde, je suppose que le jour de la mort de mon grand-père, n'a pas été peiné. Pour une bonne et simple raison, c'est que la plupart du monde ne connaît pas Robert Schneider. Et donc, quand moi je vais mourir, Caroline Vigneault, qui est quand même le centre de ma vie, peut-être une des personnes les plus importantes, enfin maintenant je suis maman, donc non, mais avant d'être maman, on est quand même quelqu'un de très important, puisqu'on vit avec nous, on voit tout par nous, voilà, on est le centre de notre univers, et ben on se rend compte que pas du tout en fait. Quand je vais mourir, la grande majorité de la planète n'en aura rien à battre. Et du coup, ça te déculpabilise sur pourquoi devoir être aussi bien, répondre à tout ce qu'on me demande de la société, les gens qui me disent il faut faire ci, il faut faire ça, ça se fait pas. Dans ce sens-là, je pensais que tu allais me dire et du coup, je veux devenir mémorable et qu'on ne m'oublie pas. Tu ne peux pas l'être. D'accord, ok. Même les gens qui ont été hyper mémorables. Bien sûr, après, tu as des Gisèle Halimi, des Simone. Mais Gisèle Halimi, toi, tu connais. Bien moi, sûr. je connais. Mais tu demandes à la plupart des gens dans la rue, ils ne savent pas qui c'est. Et la génération d'après, terminée. Mais même des grands noms qui ont vraiment marqué, comme Napoléon Bonaparte, ok, les gens savent qui c'est vaguement, mais si tu leur dis il a rétabli l'esclavage, ils disent ah bon ? Donc tu vois, bien sûr. Non, moi je n'ai pas du tout l'intention d'être connue auprès du grand public plus que je ne le suis. Mais je me dis juste, ça me donne la liberté de me dire, je fais ce que je veux parce que de toute façon ces gens n'auront rien à foutre, ils viendront même pas à mon enterrement. Donc ça va me libérer. C'est la mort de ton grand-père. Ouais, et puis surtout comme je vais assister à sa mort, c'est-à-dire que je vais lui tenir la main dans ses derniers moments et je vais me dire, c'est fou ce moment de vie où tu sais que c'est la fin. Il savait que c'est la fin, nous aussi. Tu meurs paisiblement chez toi, entouré des tiens. Enfin, malheureusement, pas de tout le monde, mais moi, j'étais là et je lui tenais la main et je me dis, on doit se dire, c'est quoi le bilan de ma vie ? J'imagine. C'est-à-dire, bon, j'ai eu une vie, qu'est-ce que j'en ai fait ? Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui me frappe. Je me dis, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est qu'à ce moment précis de ta mort, tu te dises, j'ai voulu faire un truc, je ne l'ai pas fait. Et c'est trop tard, là. Là, c'est clairement trop tard. Et même un truc con, faire du violon, apprendre le dessin, aller visiter tel pays, épouser Janine au lieu de Georgette, j'en sais rien. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Et je me suis dit, mon Dieu, il ne faut pas que ça m'arrive. Alors je dis, ok, petit bilan, là, rapide, puisque j'ai le temps. En plus, je suis dans cette maison vosgienne où il y a le tous ces trucs affreux qui t'amènent le temps qui passe. Et je me dis, ok, bilan de ma vie, je suis avocate, c'est ok, super, je suis heureuse, oui. J'ai une vie qui me plaît. T'as des enfants déjà à ce moment-là ? Non, pas du tout. Tout va bien. Je dis, ok, ok, ouf. Je dis, mais est-ce que si cette vie ne change pas, si je reste avocate comme ça, est-ce que ça me suffit ? Est-ce que ça remplit l'intégralité de ma vie ? Et quand je meurs, je me dis, cool, j'ai été avocate. Et je dis, c'est un peu court, jeune homme. Non, ça me ferait chier de dire juste, j'ai été avocate, point. Je dis, est-ce qu'il y a un autre truc qui te ferait rêver ? Et je dis, il y a un autre truc qui me ferait rêver quand même. Si je me regarde dans la glace, je joue aux lunettes, je me dis, j'aimerais bien faire monter sur scène et faire rire les gens. De ce truc-là. Tu avais déjà le fait d'être drôle, tu l'avais déjà ? Dans ton cercle proche ? Oui, je savais que j'étais drôle, mais à l'époque, c'était presque un handicap. Ok. C'était le fameux trop. Oui, le fameux trop. Donc ça, je savais que je l'avais, mais pour moi, c'était pas quelque chose qui pouvait être positif. On ne peut pas le valoriser du tout. Même j'ai essayé de le tuer. J'ai essayé de devenir timide. Non mais vraiment, parce que c'était tellement de souffrance, ce trop, qu'à un moment donné dans ma vie, je me dis ok, je vais être timide. Discrète, timide. Comme ma copine Amélie Tuffreau, je parle souvent d'elle, mais la pauvre. Et elle était tellement timide, tellement réservée, que ça avait ce chic, personne ne la détestait. Je dis mais je veux être comme elle. Et elle vivait cette timidité très mal. Et un jour, elle m'a dit, tu peux pas savoir ce que je donnerais pour être comme toi. Parce qu'elle souffrait de cette timidité. Donc comme quoi, c'est plutôt drôle. Mais en tout cas, mon grand-père meurt. Moi, je me rends compte que, un, la liberté de faire ce que je veux, et deux, avocate, ça suffira pas. Et en même temps, il se trouve que je vais rencontrer quelqu'un qui va, je passe trop vite, mais je vais me retrouver à aller dans un festival d'humour à présenter l'éloquence des avocats. Donc je suis toujours avocate. Avec 3 potes, on écrit un texte.
Et on est 4 sur scène. Enfin, d'abord 2 minutes, c'est un sketch de 2 minutes. Je suis moi 2 minutes seule et eux ils viennent à 3, 2 minutes après. C'était pour ou contre les duos, puisque c'est la nuit des duos au Zénith de Nantes. D'accord. Il y a plus de 6000 personnes. C'est présenté par Dubosc et Rousseau et c'est que des duos hyper connus. Il y a Omar et Fred, il y a Dubosc et Rousseau, il y en a plein. Dubosc et il avait fait un duo, je me souviens, avec Elie Semoun. Okay. Bref, il y a tout plein de duos connus qui cartonnent et tout le Zénith qui rit, ça a 6000 personnes qui se marrent, c'est une énergie folle. Et nous, on rentre sur scène, donc moi je commence, les 2 premières minutes, je lance mes vannes par un rire. Une vanne, 2 vannes. Et moi, je lance la vanne, les gens savent que je lance une vanne, je sais que je lance une vanne, tout le monde sait que c'est un bide. Et je vois les gens qui font ok. Et c'est ton premier passage sur scène en mode humour, en mode oui, sketch. Mais je suis encore une avocate. Je fais de l'humour, je fais de l'éloquence de l'avocat. Donc rien à voir, j'ai pas du tout décidé de changer de vie. Et là, je suis sur scène, enfin, c'est 6000 personnes et pendant 2 minutes, je souffre parce que je vois que je fais un bide. Et je me dis, c'est pas grave parce qu'après, ils arrivent au bout de 2 minutes. Long, hein. C'est long. Ça fait, c'est 2 minutes ressenties 15 ans. Juste pour que vous compreniez. Mes 3 potes arrivent et ils balancent des vannes. Je fais, ça y est, je suis plus toute seule. Pas un rire. On fait 4 minutes de bide. Je pense que c'est le plus gros bide de l'histoire des Zéniths. C'est pas vrai. Mais rétrospectivement, vous étiez pas drôle ou il y avait un problème de match, d'ambiance Ça n'a rien à voir, c'est qu'on faisait de l'éloquence d'avocat. Ouais. On n'était pas dans la... C'est-à-dire qu'on parle d'un truc intéressant avec du fond et t'entends, mais une légère en sous-poudre de vanne. Donc dans un prétoire, qu'un truc hyper sérieux ça fonctionne. Okay. Mais là, avec des mecs qui arrivent, qui sont des professionnels, qui font de la vanne, toutes les 4 par phrase, il y a un décalage total. C'est pas le bon endroit pour faire ça. Ça, c'est un discours de rentrée pour une rentrée du barreau de Paris. Et là, ça va cartonner. Et Mais alors ça aurait pu te vacciner, tu aurais pu justement te dire, ok, bon bah en fait... dû. Parce que mes copains, on sort de scène, pour te dire, on sort de scène. Dubosc et Rousseau rentrent, avant même qu'on ait le temps, c'est 23 mètres d'ouverture une scène, donc c'est très long au Zénith. Avant qu'on ait le temps de sortir, ils ont balancé leur première vanne, ils ont obtenu leur premier rire. On n'est pas encore sorti de scène. Pour te dire vraiment jusqu'au bout, c'est vraiment nul. Et quand on sort de là, mes potes, eux, ils sont... ils veulent creuser un tunnel pour rentrer à Paris sans croiser personne. Ouais. Et moi, je suis... Putain, on a fait un Zénith! Ouais, t'as l'expérience de la scène quand même. Et là, les gens rappellent tout le monde, donc tous les humoristes reviennent. Il y a des cotillons, il y a de la samba. Et je prends des applauses comme ça. Je sais qu'ils ne sont pas pour moi. Je m'en fous, je les vole. Et je prends l'énergie. Je me dis, c'est dingue ce qu'on vit, c'est dingue. Ouais, donc t'as vraiment l'énergie de la scène en fait. Et toute la nuit, je suis les yeux au plafond, je dors pas. Je dis, je viens de faire un Zénith. Ça n'aurait jamais dû arriver dans ma vie. D'après le chemin que j'ai pris, je n'aurais jamais dû me retrouver sur cette scène dans une soirée d'humour. Ça n'existe pas. Mais c'est extraordinaire que tu gardes cette expérience-là, avec cette excitation-là, cette adrénaline qui sûrement t'a fait continuer justement après, alors que plein d'autres se seraient dit « Oh là là, c'est bon, j'ai fait le bide de ma vie, c'est douloureux. » Enfin, tu vois, auraient ressassé le truc. Et en fait, toi, tu gardes l'énergie du... Moi, j'ai une espèce de folie. Je ne sais pas si je l'aurais aujourd'hui. Et puis, ça demande le fait aussi de mettre son ego de côté, je pense. Non ? Ouais, alors c'est marrant parce que comme c'est pas dans mon univers, que j'ai pas un diplôme, je me sens à ce moment-là, c'est marrant, à partir du moment où je vais décider de changer de vie, je vais avoir le problème de l'imposteur. Mais à ce moment-là, je l'ai pas du tout parce que je suis avocate. Et c'est là où le moment le plus dingue va arriver de ma vie. Donc le dimanche, c'est un dimanche soir. Le lundi matin, je suis dans le train avec mes potes avocats et on rentre tous à Paris dans le train pour aller directement au bureau. Je rentre pour aller bosser, je vais direct au bureau, il est 8h. On a pris le premier train. Et je suis dans le train et j'ai pas dormi de la nuit. Et je dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Et il y en a un des 3 qui me dit, si c'est ça que tu veux faire, vas-y, fais-le. J'en ai reparlé avec eux, on ne se souvient pas lequel l'a dit. Mais tout ce que je sais, c'est que cette phrase, vas-y, fais-le. Je dis, bah ouais, en fait, pourquoi je le ferais pas ? Je rentre au bureau, j'écris ma lettre de démission. N'importe quoi. Je vais sur la porte de mon boss. Je mets la main comme ça, et là je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? C'est vrai ? Ah oui, tu te vois en train de faire le truc, c'est ça ? Non, mais je me dis, ça va pas du tout, calme. En fait, je me dis, ok, c'est l'adrénaline, c'était hier soir, c'est l'adrénaline du truc, ça va redescendre. Allez, je retourne dans mon bureau, je cache ma lettre de DEM. Non, vraiment ? Ah, vraiment ? Et je me dis, dans une semaine, ça ira mieux, quoi. Une semaine après, je suis dans le même état. Et du coup, je mange pas, je dors pas, j'y vais pas. T'en parles autour de toi ou tu gardes ça en mode processus interne ? Ok. Pas du tout. Parce que je sais que n'importe qui de sensé, c'est pour ça que j'en parle pas à mes parents, ni à mes amis, ni à personne, n'importe qui de sensé me dirait mais tu vas faire quoi ? Vas-y, explique-moi ton schéma. Tu vas quitter le métier d'avocat où tu as fait quand même 7 ans d'études. Là, ça fait 8 ans que tu es avocate, donc 7 ans et demi d'études, presque 8 ans d'avocat. Donc j'avais fait vraiment autant d'études pratiquement que d'avocature. Très bien.
Je gagne hyper bien ma vie. J'adore ce métier. En plus, ouais. C'est même pas un truc où je souffre d'y aller. Et je vais tout planter pour faire quoi? Mais explique-moi, comment on devient humoriste? Je sais pas. Et comment il faut faire? Est-ce que tu sais écrire des vannes? Non, le seul échantillon que tu as, c'est un putain de bide. Donc, d'où tu vas planter? Ça n'existe pas. Et je sais très bien que ça n'existe pas. Ma partie rationnelle, j'ai fait le pour et le contre. Hein. Pour, il y a j'ai envie. Contre, il y a les études, l'argent, le loyer, les parents, la société, le fait que je vais peut-être y arriver et que du coup, mes clients, que je perds tout, n'importe quoi. Et donc, je refais un deuxième essai, pareil, je m'arrête à la porte de mon boss. Et la troisième semaine, j'y arrive plus. Je prends une pièce et je joue à pile ou face. Mais non. Ouais, c'est vrai. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je suis tellement obnubilée par cette idée, j'y vais ou j'y vais pas. Mais tu aurais quand même été, même si c'était pas tombé sur du bon côté. Je vais t'expliquer. C'est que je lance la pièce, je dis ok, pile, je change de vie, face, je change pas de vie. Et là, et je fais ce qui est écrit sur la pièce, ok? Et je regarde. Et le résultat, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut, c'est que ce que tu regardes, c'est qu'est-ce que tu ressens. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison, c'est un très bon test. Ça et là, ça de niquer ton cerveau. Et ça tombe de quel côté? Je le dirai pas parce que c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que je me rends compte que je dois y aller. Ok. Et donc là, j'ouvre la porte de mon boss, je démissionne. Lui, il tombe des nues, tout se passe hyper bien, mais pourquoi? Et là, j'ose pas lui dire, je veux devenir humoriste parce que ça n'existe pas. Ouais. Encore une fois, il aurait pas compris, il croirait que je me fous de sa gueule. Et même moi, quoi? Je lui dis, je veux réfléchir sur ma vie et prendre le temps de faire une pause. Et lui, il me connaît, et sait très bien que, vu ce que je gagne, vu comment ça se passe bien, il n'y a pas de cadre. Donc lui, il me dit, ok, j'ai compris, vous allez dans un autre que j'ai été chassée. Lui, il pense que j'ai été chassée par un cabinet. Et donc, il me propose une augmentation. Et donc là, je me dis, c'est pas vrai, dans ma classe contre une grosse augmentation. En plus, à ce moment-là, une de mes plus grosses clientes me propose de me prendre en direct. C'est tout ce que j'attends pour monter mon cabinet. Donc dans les contres, j'ai montage du cabinet. Comme ça. Et au début, je me dis, pourquoi? C'est peut-être pour tester la solidité de ton choix. Exactement. Ouais. Au début, j'étais dégoûtée que ça arrive à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me dis, mais bravo. Bien sûr. Parce que malgré ça, j'y suis allée. Donc c'était vraiment l'univers qui m'a envoyé un super beau signe pour me dire, testons pour voir si c'est vraiment ce que tu veux. Parce que ça va être, toi tu te rends pas compte, parce qu'au moment où je démissionne, je me rends pas compte de ce qui m'attend. Toi tu te rends pas compte, moi je sais. Donc je vais juste checker. Si je t'offre ça et ça, est-ce que tu y vas quand même? Et j'ai fait, putain, ça aurait été il y a 2 ans, j'aurais été folle. Mais là, ça y est, j'ai pris ma décision et je plante. C'était en quelle année ça, Caroline? Ta démission? Je me souviens plus, c'est 2007 ou 2008. Ok. Ou 2009 peut-être, je sais pas. Donc maintenant, tu fais le choix. Et là, il se passe quoi? Parce que c'est vertigineux. Comme c'est vertigineux. Donc, est-ce que tu commences par faire du stand-up? Non, alors, il se trouve que d'abord, il y a le jour 1 qui arrive où tu n'as plus de réveil, tu n'as plus de boulot. Et c'est toi qui l'as décidé. Tu as mis les mains sur le volant de ta bagnole et tu as fait un truc qui ne se fait pas. Tu arrêtes de bosser comme ça parce que tu as décidé. Pour faire un truc qui n'est pas un vrai métier. Où tu t'es pas embauché par quelqu'un avec un salaire qui tombe. Là, il n'y a rien. C'est genre, ok. Bon, maintenant, je veux devenir humoriste. Bon, je me dis, très consciemment, je me dis... Tu étais profession libérale, donc tu n'as pas de... non, j'ai rien. J'ai pas de rupture conventionnelle, de chômage, etc. Ouais. J'ai pas de chômage, j'ai rien. J'ai de l'argent de côté, parce que je gagnais bien ma vie, mais j'ai aucune sécu. Et je me dis, bon, bah voilà. D'ailleurs, tout le monde me dit, mais pourquoi t'es pas restée avocate et faire les deux? Et je savais que si je faisais les deux en même temps, je ratais les deux. Ouais. Bah oui. Moi, je le dis souvent aussi, pas de plan B. Hein. Ouais. Les gens un plan B, imaginons, tu dis, ok, je garde un plan A, 90% de mon énergie et seulement 10% de mon plan B. C'est quand même 10% que tu perds sur ton plan A. Bah, bien sûr. Et en plus, quand tu arrives à la fin de ton plan A, qui n'a pas été là où tu voulais, je n'appelle pas ça un échec. Moi, je veux dire, tu as rencontré des personnes, tu as bougé, même tu t'es rencontré toi-même, tu as rencontré des gens, peut-être que tu t'es rendu compte que ton plan, ce n'était pas le bon, peut-être que c'était même complètement autre chose que tu veux faire. Pendant toute l'énergie que tu as mise sur ton plan A, tout a changé. Donc, ton plan B, il est complètement obsolète. Bien sûr. Tu as perdu 10% d'énergie pour rien. Donc, plan A, j'y vais, je fonce. Moi, à l'époque, je suis encore très cartésienne, donc je m'inscris au cours Florent parce que le matin, comme ça, je me lève le matin, je vais au cours Florent, l'après-midi, j'écris mon spectacle. Je vais vouloir louer un théâtre, on va m'expliquer qu'il faut une boîte, que tu ne peux pas louer un théâtre comme ça. Donc je monte une boîte de prod, je m'autoproduis, je mets mon argent en économie dans la boîte de prod, je me produis, les gens appellent, je prends des accents pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre, que c'est une grosse boîte, que je m'invente une attachée de presse. Il s'appelle Sandrine Nord, parce que je me dis Nord pour pas le perdre, tu vois, comme ça, j'oubliais pas comment elle s'appelle. Sauf que des fois, je me fais très vite cramer parce que je change d'accent en prenant le même nom. Ah oui. Parce que je sais plus quel accent j'ai pris, donc je me dis, mais c'est pas vous, j'ai eu la dernière fois. Je dis, non, on est nombreux dans la boîte. Elle dit, avec le même prénom. Et le même nom. Ah, ouais, bon, ouais. Mais bon, les gens trouvent ça plutôt sympa. Je crée des affiches avec un copain qui fait des
créer une affiche, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. Hein. Tu prends le chat GPT, tu lui demandes mais à l'époque, les ordinateurs, ça n'a rien à voir. Faut voir 2008, 2009, c'est pas la même. Donc j'ai un pote qui fait je me souviens des bouquins, les prospectus dans les parcs Vinci, et il met en place les bagnoles que tu veux vendre. Et donc c'est avec lui, parce qu'il a un petit côté graphiste, qui me montre ma première affiche. Ouais, donc quelle est la première salle que tu loues ? Le lieu qui est rue de Trévise, en face du Grand Théâtre de Trévise, enfin du Théâtre de Trévise. Et c'est une toute petite salle de 40 places. C'est pour te dire, la scène, elle doit faire 1 mètre carré. Et la salle entière est plus petite que mon bureau d'avocate. Waouh. Et attends, pour ça, tu dois avoir une boîte de prod ? Ouais. C'est vrai ? D'accord. T'as pas le droit de louer sinon ? Non. Ok. Après, peut-être que tu peux louer pour un événement, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, quand tu veux faire du spectacle. Une tournée, et qu'il y a une billetterie. Bien sûr. C'est ça aussi. Alors, la billetterie, à l'époque, c'était au chapeau. Je crois que je sais pas si aujourd'hui c'est encore autorisé, mais aujourd'hui, c'est au chapeau. À l'époque, je veux dire, c'était au chapeau. Donc, moi, je louais la salle. Ça, je me souviens plus des prix, mais c'était pas tellement élevé, mais pour le coup, c'était très élevé parce que il y avait personne dans la salle. Mais on est d'accord, Caroline, que c'est la première fois que tu remontes sur scène après ce fameux bid quand tu étais avocate au Zénith de Nantes. Non, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai fait ce fameux bid au Zénith de Nantes avec mes potes, on faisait aussi, dans le cadre de ce festival, une pièce qui s'appelait Comparution immédiate, qu'on avait écrite tous les 4. Okay. Et cette pièce, elle a bien marché. D'accord. Et du coup, on décide de louer le lieu pour jouer cette petite pièce. Et on va tous nos copains avocats qui viennent nous voir, et donc on joue, mais on est à 4 et c'est une pièce, ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire. Et là, moi, je vais commencer à écrire mon one, et les 3 savent que je me suis lancée. Et un jour, il y en a un on jouait tous les mercredis, et un jour, il y en a un qui me dit, mercredi prochain, je ne peux pas venir, parce que j'ai un conseil de l'ordre, et il dit, Caro, prends la scène et fais ton one. Je dis, mais je n'ai pas fini d'écrire. Il fait, t'as 1 semaine. Et donc là, j'écris, et je me lance sur scène. Ce fameux mercredi, toute seule, la salle est blindée de mes potes, avocats. Le chapeau, les billets de 50. Et le mercredi d'après, du coup, moi, je loue la salle. Et là, la semaine d'après, je joue, mais sur mon horaire à moi et pour moi. Et là, je passe le chapeau. Bon, il y a 10 personnes dans la salle, déjà, ce qui était déjà énorme. Et il y a 50 centimes dans le chapeau. Et en fait, la propriétaire, Coco, propriétaire du lieu, qui est une personne extraordinaire, va me dire, mais en fait, c'est comme à la messe. C'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé, parce que moi je me dis je suis nulle. Il me dit, c'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé. C'est s'ils peuvent sortir sans payer, ils préfèrent. C'est comme aller à la messe, si tu peux ne pas payer, tu payes parce qu'on te regarde comme ça, mais si tu peux faire ça et que ça se voit pas, ou qu'elle oublie de venir te voir, t'es hyper content. Et donc je me rends compte qu'il faut que j'écrive un sketch, et je me mets à la sortie, et je réclame l'argent. Ok. Et c'est ce que je fais. Et comment ça se passe la suite ? Parce que là, on fait avance rapide, mais maintenant, tu es une humoriste connue, confirmée, tu te produis au Grand Rex là, dans quelques semaines. Comment ça s'est passé ? Parce qu'on ne peut pas revenir évidemment sur tout le déroulé, mais voilà, comment s'est passée l'évolution dans un milieu où on sait, les places sont chères. On a pas mal parlé, je veux bien ton avis là-dessus, de la misogynie aussi ambiante dans le milieu du stand-up, peut-être aussi de l'esprit compète. Peut-être aussi du fait que tu vas, j'enfonce un peu les clichés volontairement, mieux marcher si t'es un profil justement pas trop petite nana blonde, tu vois. Donc comment tu fais pour t'imposer dans ce milieu-là et voilà, te faire connaître, que t'aies des salles de plus en plus grandes. C'est quoi ta trajectoire ? Ma trajectoire, elle est un peu différente de beaucoup. Déjà, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas tout ça, donc on ne peut pas se faire connaître par les réseaux sociaux. Voilà, il y a Internet, mais il n'y a pas de réseaux sociaux. Et donc moi, je vais avancer au fil du temps. En fait, un truc très simple, je remplis ma salle dès qu'elle est bien remplie, parce que le bouche à oreille, je vais tout faire au bouche à oreille. Les gens qui viennent voir mon spectacle l'aiment et donc envoient leur recommande. Ouais. Et ça, le bouche à oreille, c'est long, c'est fastidieux, mais ça marche. Donc, je pars du lieu qui fait 40 places et j'arrive au Blanc Manteau, qui fait 90 places. Ou non, 60 places en bas. Après, je pars à l'époque le Temple, maintenant ça s'appelle l'Apollo Théâtre, soit 90 places. Et puis pareil, on remplit, j'arrive au Petit Palais des Glaces. Là, c'est pareil, on monte jusqu'à 120. Après, je fais la Comédie de Paris, c'est 300. Et après, le Grand Palais des Glaces, c'est 500. Et après, l'Olympia, qui était mon rêve. Et qui est 2000 places, l'Olympia, j'ai mis 6 ans pour y arriver. C'était quand du coup ? 2016. 2016, ok. Ouais. Ça doit faire quelque chose. Là, c'était
j'avais l'Olympia en les lumières toutes les fois où je joue et c'est dur parce qu'il n'y a personne, parce que ça ne marche pas, parce que des fois il n'y a personne. C'est-à-dire que j'arrive en salle, on me dit on n'a vendu aucun billet. Donc moi j'ai payé la location du théâtre. Et il n'y a personne. Et puis surtout, la personne, ça te ramène à un truc de j'attire pas les gens, je suis nulle, ça te remet en doute. Pourquoi j'ai arrêté le métier d'avocate, j'étais bien. Souvent, les gens ils me disent quand on saute, quand on change de vie, je parle souvent du plongeoir, parce que les gens ont cette image de sauter, c'est difficile. Et je dis non, sauter, c'est pas le plus dur, croyez-moi. Pourtant, c'est une décision folle, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est la consistance, c'est nager dans les vagues, dans l'eau froide, avec les grosses vagues. Et tu vois, tous tes potes qui sont restés au soleil sur le perchoir. C'est vrai, c'est une bonne image. Pourquoi j'ai fait ça Et c'est pour ça que je pense que c'était une bonne chose que l'univers teste ta volonté, ma volonté, parce que il en faut beaucoup. Il faut pas lâcher, il faut mordre la poussière et pas lâcher, même au moment où tu te dis, mais en fait, j'y arriverai jamais. Et dans ces moments-là, financièrement, d'ailleurs, tu arrives pendant ces années-là alors peut-être pas retrouver ton niveau de vie de quand tu étais avocate, mais quand même à en vivre. La première période, je perds de l'argent. Mais ça, j'en avais conscience. C'est-à-dire que j'avais une vision très entrepreneuriale du truc. Je me dis, c'est normal, je mise sur moi. Je mise de l'argent sur moi, je mise une vie sur moi et j'ai confiance en moi. C'est ce que je dis souvent aux gens, arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne miser sur vous. Soyez la première personne à croire en vous. Et là, vous convaincrez les gens à miser sur vous. Moi, je mise sur moi, je mets de l'argent et j'en perds. Et arrive le jour 1 où je me souviens de cette sensation de mes recettes arrivent à peu près à combler mes dépenses. Et je gagne pas d'argent, mais déjà... T'es à l'équilibre, quoi. Voilà, j'ai colmaté toutes les brèches du bateau, on prend plus l'eau. Maintenant, ça y est, on va pas couler. Et après arrive le moment où tu commences à gagner ta vie. Mais ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai bouffé toutes mes économies comme ça. Et je vois mes copains, eux, ont continué à grandir. Ils gagnaient très, très bien leur vie. Quand moi, je gagnais mal ma vie. Mais je le savais qu'au moment où je décide de changer de vie, la vraie raison qui m'empêchait d'y aller, le seul vrai truc, si je me regarde la glace, c'est la peur de ne plus gagner ma vie, de ne pas avoir le même appart, de ne pas avoir le même niveau de vie. Et quand je me suis dit, mais attends meuf, tu es en train de me dire que sur ton lit de mort, tu vas te dire... Le confort, quoi. J'ai pas tenté un truc qui me tenait à cœur, j'ai pas osé y aller parce que l'argent, juste l'argent. Je préférais être la grand-mère qui explique à ses petits-enfants. À un moment donné, j'ai voulu changer de vie, je me suis bien cassé la gueule, c'était une catastrophe. Et j'aurais fait autre chose, j'aurais rebondi. Tout le monde me dit, t'aurais pu redevenir avocate. Ma mère disait ça tout le temps et moi je disais jamais. Jamais. Parce que ça aurait été l'échec. Oui, et puis c'est une philosophie de vie, je pense, que d'être drivé par en fait la peur des regrets plutôt que de la peur d'essayer de l'échec, de se planter, c'est hyper puissant parce que du coup, tu vas vers vers tes aspirations, vers ce que tu as envie de faire, quoi. C'est très simple, hein. Je te le dis, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors après, je ne sais pas ce qui va se passer dans les nouvelles générations qui arrivent, mais en tout cas, a priori, on est mortel, ce qui est une bonne chose pour la planète. Mais on va mourir. Une fois que tu sais ça, profite d'être vivant. Bien sûr. Et puis surtout, dédramatise tout, parce que de toute façon, tu vas mourir. Ah là, mes impôts, oui, mais je vais mourir. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus facile. Et quand on panique, moi, je me suis arrivé plein de fois de me faire la panique qui monte, et tu me dis, mais comment j'ai pu foutre en l'air toute ma vie pour un truc qui ne marche pas, quoi. Mais à quel moment et là, je dis, oh. Un truc qui ne marche pas pour l'instant, et puis tu as quand même fait rire 2 personnes ce soir, donc tu as eu un impact sur 2 vies, c'est pas rien, et tu as quand même gagné 5 plus 5, 10 €, meuf. Non, mais la confiance en toi, la consistance, et puis effectivement cette prise de recul sur la finitude de notre vie, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, tu réalises, tu produis tes spectacles, et tu as aussi, en fait, tu as la double casquette, entrepreneur, ce que tu disais, et artiste. Comment tu fais pour combiner les deux? Il y en a une quand même hyper pragmatique où effectivement, voilà, tu vois, tu as le tableau Excel, il faut bien tout faire matcher, etc. Tu as la production, la réalisation. Et puis la partie artiste où tu dois avoir une forme de liberté de création. Comment au quotidien tu arrives à avoir ces 2 casquettes-là? La première partie de ma vie, je m'autoproduis déjà, mais c'est de l'autoproduction tu vois, avec des bouts de ficelle. Donc, je fais les trucs dans les coins, machin, je traque moi-même, j'envoie les affiches, je fais tout, je réserve mes billets, voilà. Mais c'est faisable parce que c'est des petites jauges, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Et à un moment donné, je vais me faire produire par un producteur, puis un deuxième, puis un troisième. Et je vais vite réaliser, après la fin de ces 3 productions, qu'en fait, ils gagnent mieux leur vie que moi. Alors que moi, je fais tout. J'écris, je me déplace, c'est ma vie sur les routes, c'est moi qui suis dans les trains, c'est moi qui suis sur scène, c'est moi qui le lendemain me relève. Et je suis arrivée à un stade où je me dis, en fait, j'ai plus envie de ça. Et puis, c'est comme tout, j'ai acquis pas mal d'expérience, je vais y arriver.
Bon, c'est un autre métier, hein, producteur. C'est plus compliqué. Et puis surtout, comme tu l'as très justement dit, c'est une question d'organisation. C'est que le matin, je suis productrice et l'après-midi, je suis artiste. Okay. Et je me rends compte très vite que je ne vais pas y arriver. Et donc, je prends la grande décision qui est d'embaucher, d'avoir une salariée. Okay. Qui est juste là, polie. Voilà, ma salariée. Et ça va me créer de la peur, parce que je suis responsable d'une personne et qui accepte de venir travailler avec moi. Donc, il faut que je lui assure, elle a un loyer, elle a une vie, je ne peux pas la planter. Donc, une vraie responsabilité et en même temps, une vraie fierté de me dire que mon travail va donner du travail à une personne, créer de la valeur pour quelqu'un. Et donc, à ma petite échelle, je me rends compte que voilà, c'est cool, je fais du bien à l'humanité. Tu vois. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'avec Pauline, on va apprendre le métier ensemble. Moi, je vais lui donner ce que je sais, elle va avoir le courage, parce qu'elle a accepté les règles au départ. Elle ne sait pas faire, je ne sais pas faire, mais ensemble, on va y arriver. Et quand on en reparle, souvent on rigole. Là où on était il y a 1 an et demi, qu'on préparait, donc pas le Grand Rex, mais Édouard VII, qui était un énorme challenge, parce qu'aucun producteur, je pense, m'aurait produit à Édouard VII. C'est beaucoup trop cher. Et comme c'est 700 places pendant 3 mois, on fait plus de 40 000 spectateurs. Mais si le spectacle ne marchait pas... Là, encore une fois, c'est le bouche-oreille qui va le remplir. Et on va être complète tous les jours. Ça va être un bonheur absolu. Mais j'ai mis, pour y arriver, pour payer le Édouard VII et payer la production, parce qu'un spectacle, ça se paye, il y a la location de la salle, mais il n'y a pas que ça. Il faut payer la sécurité, il faut payer les affiches dans le métro, le mec qui fait les affiches, le mec qui fait le vestiaire, le truc. Tout. C'est juste, ça coûte combien? Tu peux nous donner un ordre d'idée? Alors, Édouard VII, c'est particulièrement cher par rapport au nombre de places, parce que très parisien, parce que... Non, c'est la production en général qui est chère. Mais quand tu loues un théâtre de 700 places, c'est plus cher que de louer un théâtre de 40. Bien sûr. Mais, donc, dans une économie générale, pour jouer 3 mois dans un théâtre parisien... tu en as pour près de 500 000 €. Ouais, 3 mois en plus. C'est 3 mois où tu joues tous les soirs. Bien sûr. Donc la billetterie qui peut aller en face peut te rembourser 500 000 ou au contraire te foutre dans le rouge. Mais il faut avancer les sommes 1 an à l'avance. Et vous avez appris tout ça en faisant, quoi. Surtout que moi, j'ai dû hypothéquer la maison que j'avais héritée de mon père pour pouvoir payer tout ça. Parce que je n'avais pas les fonds. Bien sûr. Et donc, tu fais un emprunt et puis tu te dis, si je perds la maison, je vais crever. Mais je me dis, je ne vais pas la perdre. Ça va bien se passer. Et de toute façon, il faut... Tu es obligé de prendre des risques pour avoir un retour. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'on parle, parce que le temps file, mais c'est passionnant, qu'on parle de la vie et de la mort, en fait. C'est-à-dire que tu as été maman 2 fois. Tu es maman. Je voudrais te demander, qu'est-ce que la maternité a changé dans ta vie? À quel moment c'est arrivé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça change tout. Tu sais, c'est comme les gens, quand ils te disent non, mais tu peux pas comprendre tant que tu sais pas. Et tu te dis, ok, c'est bon, ça va, j'ai bien une idée, je vois ce que ça fait, bien sûr, je sais pas comment. Et en fait, tu as un enfant, tu fais ah oui, j'avais pas compris. Il y a ce moment où. Alors, pour l'expliquer très clairement, j'ai une image. Ma maison est en feu. Dedans, il y a ma mère, mon mec, mon père. Les pompiers me retiennent, ils me disent, vous ne pouvez pas y aller, c'est mort, vous ne pouvez pas y aller, je pense que tu n'y vas pas. La maison est en feu. Mes 2 gosses sont dedans. Il y a un pompier qui me retient, il me dit, c'est trop tard, vous ne pouvez pas y aller. Mais Maïwa aux pompiers et je vais dans les flammes. Il n'y a pas de cas où je ne vais pas aller chercher, même si je vais mourir et qu'on mourra ensemble peut-être, mais je ne laisse pas mes 2 enfants crever en étant sur le côté. Cette histoire d'instinct maternel, je ne sais pas comment on appelle ça. Et je ne veux pas culpabiliser les femmes qui ne le ressentent pas, mais malgré tout, moi, je ressentis ce truc de... en fait, je ne suis plus la personne la plus importante sur cette planète. D'ailleurs, c'est un choc, et puis surtout, c'est de faire en sorte que... Moi, je me souviens, je suis partie de la maternité avec ce petit truc en me disant, mais j'arrive pas à tenir une plante verte en vie. Comment je vais faire pour pas le tuer? Et donc, je suis j'ai tout. Et il va se passer des trucs mais instinctifs. Moi, j'ai adoré, ça m'a connectée à mon animalité. Par exemple, je dormais plus. Et j'ai un enfant qui ne dormait pas avant 2 ans. J'adore les gens qui disent « Oh, c'est en train de la maternité, elle a fait ses nuits. » J'ai envie de te tuer, connasse. Moi, il a mis 2 ans avant de dormir. Donc, pendant 2 ans, je ne dors pas. Je suis au bout de ma vie. Je suis limite en bord de dépression. Et donc, ça commence à la maternité. C'est-à-dire qu'au 2e jour, je me souviens, une dame vient me voir. Je fais « J'arrive pas, je suis une mauvaise mère. » Et tout, elle me dit « Oh là là, il faut dormir. » Je dis « J'arrive pas. » Elle me dit « Bon, allez, il faut dormir ensemble. » Moi, on m'a dit « Il ne faut surtout pas dormir avec un bébé. » Et là, ils me collent, ils mettent le bébé. Je dis « Je vais l'écraser pendant mon sommeil. » Elle me dit « Ne vous inquiétez pas. » Et en fait, je me rends compte quand je me réveille que j'ai bien dormi, lui aussi, parce qu'on était collés. Et par contre, j'ai mal partout.
Parce qu'en fait, je n'ai pas bougé d'un iota. Parce que quand ton enfant est collé à toi, tu ne l'écraseras jamais. Bien sûr. Quand tu dors et que tu reproches à ton mec de ne pas entendre le petit qui dort, alors que moi, juste, il bouge dans son lit, je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Juste, ah non, je vais les voir, j'écoutais, voir si c'est bon, il respire, je me recouchais. Mais je ne faisais pas des vraies nuits. Sauf quand j'avais, à un moment donné, j'ai pris une nounou de nuit, parce qu'au bout d'un an de sommeil, je ne peux plus. Donc une nounou de nuit, c'est une femme formidable qui se met dans la chambre de ton fils et qui est à côté. Et comme mon cerveau a dit « Ok, il y a quelqu'un qui surveille », j'ai enfin pu faire une bonne nuit. Pu dormir, Mais ce truc, il est magique. Oui, c'est l'animalité. Et moi, je trouve que c'est quand même aussi la découverte de l'amour inconditionnel, quoi, au sens propre. Ouais, c'est fou. Bon, après, même quand ils te font chier au plus haut point, tu sens que tu ne peux pas le jeter par la fenêtre. C'est sûr. Alors que franchement, t'as envie. Et puis, il y a aussi évidemment la perte de ton papa, qui a été, je crois que c'est une des épreuves de vie la plus difficile à traverser. Comment, même si c'est dur de le résumer en quelques mots, comment tu as fait pour la traverser et comment aujourd'hui tu vis avec cette absence tout en sentant sa présence? C'est quoi ton rapport aujourd'hui La mort de mon père, elle est brutale, on ne s'y attend pas, donc c'est un choc. Je me souviens, je suis au téléphone avec ma mère, je fais 2 pas, je m'effondre par terre. Donc des mots, juste des mots, vont avoir un impact sur mon corps. Il faut dire la puissance du cerveau. Et je ne peux plus marcher, mes jambes ne me répondent plus. Ça va aller très mal, je vais devoir me faire hospitaliser. Ma sœur, d'ailleurs, va paniquer, croyant qu'elle va perdre et son père et sa sœur. Et je vais passer par plein de stades. D'abord, la douleur pure, mais encore une fois, très rapprochée de l'état animal. Je suis par terre, je pousse des cris, mais de ce qu'on appelle les bêtes égorgées, là. Mais c'est ça, c'est de bêtes. Je ne savais même pas que mon corps pouvait produire ces sons, quoi. Et je suis dans ce truc de douleur absolue. Après, on va passer à la colère. Pourquoi mon père? Puis ils sont 5 frères et sœurs, tu vois. Et mon grand-père est encore en vie, son père. Donc pourquoi là? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Avec ce truc de culpabilisation. Puis je ne veux pas non plus sauter la mort de mes oncles et tantes, c'est pas le problème, ni la mort de mon grand-père, j'ai aucune envie. Mais pourquoi mon père? Bordel, pourquoi? Donc ce truc-là. Et puis après, il y a tout l'enterrement, le truc, un processus. Et le temps qui passe va vachement aider. Et au début, je pleure tout le temps. Dès que je pense à lui, je me mets à pleurer. Je me dis que je suis incapable de vivre sans lui. Et le temps va m'apprendre à vivre avec son absence. C'est-à-dire qu'il me manque toujours, mais j'ai appris à vivre avec son absence. Et surtout, maintenant, je le ressens. Alors, les gens qui croient en rien, comme je l'étais peut-être un peu avant, parce que moi, éducation catholique, donc Dieu existe, pragmatique. Après, je trouve que quand même les histoires, elles sont très bizarres par rapport aux guerres, aux machins. Donc, je rejette tout. Mais aujourd'hui, je suis dans une nouvelle spiritualité que j'ai choisie, c'est toujours pareil. Je fais ce que je veux, donc j'ai la liberté. Ça ne t'est pas imposé. Ça n'est pas imposé parce que mes parents sont catholiques. Il faut quand même savoir que la plupart des religions, tu es juif, musulman ou catholique parce que tes parents le sont. C'est assez rare que les gens changent. Sûr. Et moi, aujourd'hui, j'ai ma propre religion qui est les énergies, qui sont les énergies. Je crois en un Dieu, en un univers, tu l'appelles comme tu veux, qui est l'énergie suprême. Et après, tu as plusieurs façons d'y croire. Je pense que les religions, en fait, disent la même chose, mais de façon différente. Ce qu'on appelle un peu être déiste. Moi, c'est un peu ma philosophie. Tu crois à quelque chose au-dessus, mais tu n'as pas besoin que ce soit un dogme. Exactement. Et ma façon de lui parler, parce que je lis beaucoup de choses, et c'est fou parce que je lis des vieux textes, en fait. Je reviens à l'origine, et je me dis qu'à l'époque, même pour la bouffe, même pour la religion, il y avait quand même des choses qu'on a perdues et qui sont quand même assez magnifiques. Donc je crois à l'univers, je crois à l'instinct. J'écoute vachement mon instinct, toujours ce côté un peu animal. Et aux synchronicités. Les synchronicités, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu penses à quelque chose, ça arrive dans ta vie par 1, 2, 3. Et tu dis quand même c'est bizarre à ce moment-là. Mon père, il rentre là-dedans. Je lui parle, je sais qu'il est là, je le sens comme un protecteur. Et aussi quand je fais de la merde, je dis je sais, tu dois pas être content. Mais regarde pas. Regarde pas, parce que j'ai le droit aussi de faire de la merde. Et voilà, donc je vis avec lui. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, je lui parle plus maintenant qu'il est mort. Parce qu'avant, il fallait téléphoner, à prendre le temps, alors que là tu vois, salut papa, tu vois, je fais cette interview, voilà, c'est fait. On s'est parlé, il va me dire un truc ou pas. Puis je vois des signes partout, alors chacun y dira ce qu'il voudra. Moi, ça me fait du bien. Tout ce qui me fait du bien, je prends. Et puis, comme il est pas venu à l'Olympia, parce que mon premier Olympia, mon père n'est pas venu en me disant qu'il partait en week-end. Bon, ça m'avait quand même un peu tué. Énervé, il avait accepté ton switch de carrière?
C'était compliqué pour lui, mais quand j'arrive à l'Olympia, pour mes parents, ça va mieux parce que j'ai une reconnaissance. Donc, si tu fais l'Olympia, ça veut dire que ça marche. Oui, donc et moi, je comprends que mes parents, ils n'aient pas aimé mon changement de vie parce que d'abord, c'est pas un métier. Puis deuxièmement, le jour où tu meurs, tu as envie, moi la première, que mes enfants aient une situation en disant, si je pars, ils vont vivre de quelque chose, ils ne vont pas se retrouver à la rue. Donc, et pour les parents de notre époque, c'était les diplômes, le métier, la vraie société. Ce métier-là, il est instable, c'est pas un vrai métier. Ils préféraient que je sois avocate, tu vois. Donc je comprends la peur, donc tout ça. Mais mon père vient pas à l'Olympia, c'est une tristesse absolue parce qu'il comprend pas à quel point c'était important pour moi qu'il soit là. Mais quand il le comprend, il me dit, tu sais quoi, je viendrai au prochain, je te le promets. Et il me fait cette promesse. Sauf qu'entre les 2 Olympias, il est mort. Donc il viendra pas à l'Olympia. Et du coup, je fais projeter son nom sur les murs. Comme ça, il est là. C'est beau. Donc j'essaie de trouver des trucs. Il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et pas parce qu'il ne voulait pas me le dire, je sais qu'il m'aimait. Parce que lui, son éducation, la violence dont je parle qu'il a eue avec moi, rien à voir avec la violence que ses parents ont eue avec lui. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait un gros chemin pour que moi, je puisse faire le dernier chemin pour ne pas taper mes enfants. Mais lui, il a vécu des trucs terribles, avec une adolescence affreuse. Des sévices corporels et tout, par les jésuites, à genoux sur des règles, enfin, des trucs atroces. Donc évidemment, il ne se rendait pas compte. Peut-être de l'importance que ça avait pour moi de sa présence. Et comme il ne m'a jamais dit « je t'aime », parce qu'il ne pouvait pas, je vais me faire un médaillon avec écrit « ma petite chérie, je t'aime » et je le porte. Et comme ça, voilà. Je me suis trouvée, je me dis « non, je sais que, voilà, tu vois, je sais que tu m'aimes et tu me l'as dit. J'aurais rêvé qu'ils me le disent, mais j'avance. » Tu l'as mentionné, tu as vécu 2 agressions et un viol. Tu as fait le choix courageux de parler du viol. À quel moment tu te dis « ok, je vais en parler publiquement » Est-ce que c'est parce que besoin d'en parler, sens de la responsabilité, ça arrive après la vague MeToo, tu as toujours été engagée, tu l'as dit, sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait que dans ta tête, tu te dis à un moment, ok, je vais en parler? Ce qui est très difficile. Tu as dit le mot courageux, et moi je le rejette en bloc. Pourquoi? Parce que je pense que je n'ai pas du tout été courageuse. Bien au contraire, je me trouve très lâche. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand ça m'arrive, alors 2 agressions sexuelles, c'est dans la rue, c'est très violent, je me fais taper et embrasser de force, ploter, etc. Mais ce ne sont pas des viols, c'est des agressions sexuelles. Le viol, lui, il n'est pas violent. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est un copain qui dormait chez moi et qui profite du fait que je dorme pour me violer. Et donc, et quand j'ouvre les yeux, il est en train de le faire et moi, je ne réagis pas. C'est-à-dire que j'ai une sidération qui fait qu'au lieu de le pousser, de le taper, de faire ce que tu te dis que tu ferais, et même une meuf comme moi, bien sûr, c'est ça que je ferais, ça m'arrivait. Là, je suis en état de sidération. Et le temps que je comprenne, que je vois, le mec a terminé, je le vois se rhabiller, prendre son chien et se barrer. Et moi, je vais m'effondrer et pleurer. Et là, j'ai le choix d'aller porter plainte. Les 2 agressions sexuelles, je n'ai pas porté plainte. Je tiens à dire, je n'avais pas envie. C'était tellement violent, pareil, sidération, je n'ai pas bougé. Dans les 3 cas, je n'ai pas bougé. Mais c'est un mécanisme connu aussi de dissociation. Hein, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi, je me dis, meuf, sérieux. Et puis surtout, là, je me dis, t'es responsable un peu. Tu l'as un peu cherché, tu l'as laissé dormir chez toi. Parce que moi, je fais partie de cette génération de filles, on a été éduquées pour éviter le viol. Ne sors pas trop tard, sois accompagnée, regarde ton verre, t'habille pas comme si, te maquille pas trop, ne rentre pas seule. Et si tu fais pas tout ça, t'étonnes pas que ça t'arrive. Ce qui est complètement surréaliste. Hein. Parce que la règle, c'est plutôt d'expliquer à un garçon, ne viole pas une fille. Si elle est bourrée, tu fais pas ça. Si elle est machin, tu fais pas ça. Si elle n'a pas son consentement, tu ne le fais pas. Parce que c'est illégal. Alors que c'est légal de boire, de s'habiller, de se maquiller, de rentrer tard, d'être seule dans la rue, tout ça, c'est légal. Mais ça, tu dois pas le faire. Alors quelque chose qui est illégal, c'est pas grave si tu le fais. On a un vrai boulot de remettre les consciences en place. Mais à l'époque, moi, il y a une responsabilité. Voilà, ça m'est arrivé chez moi. Je me suis même pas débattue. Voilà. Donc, je le vis très mal, je suis en souffrance et donc je vais mettre une chape de plomb et je ne vais en parler à personne. Donc il y a 2 personnes au courant, lui et moi. Et il ne va rien se passer. Dans mon malheur, il va se passer que plusieurs mois plus tard, il y meurt. Dans un accident de bagnole avec son chien. Le karma. Ouais, karma. Moi, je souhaite la mort de personne. Mais cet état de fait va me soulager d'un truc pour le reste de ma vie, c'est je porte plainte ou je porte pas plainte, avant qu'il soit trop tard. Puisque c'est mort, il est mort, c'est mort. Je peux plus le faire. Donc ça va quand même me soulager d'un truc qui est, je n'ai plus le est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Moi, l'univers a répondu pour moi, je ne peux plus porter plainte. Donc j'ai pas porté plainte, j'ai pas besoin d'en parler. Pourquoi en parler? La plainte ne servira à rien puisque je peux plus le faire. Mais ça reste quand même. Mais ça reste. Tu as ce truc de voilà. En plus, quand il meurt, je vais pas à l'enterrement.
on va me reprocher de ne pas venir à l'enterrement de mon ami, tu vois. Et je ne veux pas le dire, parce que je ne veux pas le dire, je ne veux pas qu'on me colle l'étiquette de femme violée. Victime. Je ne veux pas aller à la police. Alors, avant même sa mort, j'ai toute une période de 1 an ou 2 où j'ai eu ce truc et je ne veux pas y aller parce que je ne veux pas aller voir un flic et dire voilà ce qui m'est arrivé. Ah bon, mais comment? Mais vous étiez nu, mais il a fait quoi? J'ai pas envie. Quand ça arrive, le jour même, je devrais aller à l'hôpital pour faire des prélèvements. Bien sûr. Et non, en fait, je vais prendre une douche et je vais me mettre dans ma douche et je vais pleurer et après dans mon lit et je veux voir personne, je veux pas qu'on me touche, je veux pas faire d'examen, je veux pas répondre aux questions. Mais je vis avec ce truc. Mais je suis lâche, j'ai pas le courage, je n'ai pas le courage d'affronter tout ça. Mais tu le vois encore vraiment aujourd'hui comme de la lâcheté? Sûr. Mais moi, toutes les femmes que je vois la porter plainte, je vois le courage de ces femmes. Oui, quand tu sais ce que tu vas avoir à vivre. Tu as fait ce que tu as pu avec ce qui t'est arrivé. Moi, je ne dis pas aux femmes, vous êtes lâches si vous ne le faites pas. Je dis, moi, j'ai été là, j'ai pas eu le courage qu'ont les femmes qui vont là. Mais je comprends la lâcheté et je comprends la difficulté. Parce que lâcheté, je la garde pour moi. Ce mot-là, il est fort, il est que pour moi. Je comprends la difficulté que les femmes ont de ne pas y aller. Parce qu'en plus, quand il te faut un courage aussi énorme pour aller jusqu'au bout du processus. Et que tu es mal accueilli. Et que parfois. Au final, tu as la plus grande chance du monde que tu ne sois pas reconnu. Ouais. La plus grande chance du monde qu'il soit acquitté ou qu'il y ait un non-lieu. Ouais. Donc, il faut beaucoup de courage pour très peu de chances d'arriver, mais pour faire avancer les choses. Mais tu as quand même eu le courage d'en parler. Donc parce ça que te vient comment, justement? Parce que MeToo. Ouais. MeToo, les femmes qui parlent, qui disent MeToo, ça veut dire moi aussi, ça m'est arrivé. Moi, je pense que je suis une des rares filles à qui c'est arrivé, parce que je n'ai pas respecté toutes les règles. Mais en fait, tu t'en rends compte MeToo, une vague internationale énorme. Je me rends compte de ça, je me dis, en fait, c'est pas moi le problème. Il y a un problème sociétal qui me dépasse. Et je vais prendre leur force. Je vais voir ce qu'elles vont vivre, parce que la plupart des femmes qui vont dire moi aussi se font traiter de tous les noms, de menteuses. Tu fais ça parce que tu veux des rôles au cinéma pour Eden. Tu mens, c'est pas vrai. Le pauvre, je le connais, c'est elle qui ment, c'est un ami. Des femmes qui vont dire c'est une folle, elle fait ça pour leur extorquer de l'argent, pour ceci, pour cela. Je me dis, j'arriverai pas. Moi, c'est tellement violent dans ma chair que affronter ça, qu'on te traite de menteuse, alors que toi tu sais que t'as pas menti, l'enfer. Et donc cette lâcheté, elle grandit de plus en plus parce que je vois les femmes qui font MeToo, qui prennent le courage, qui affrontent les vents et les marées, l'opinion publique, le peuple, tout ça. Je me dis... Et moi, j'utilise ce qu'elles ont fait, mais je les aide pas. Et j'écris Croque la pomme, donc spectacle féministe très engagé. Pendant 15 minutes, j'ai un sketch entier sur l'évolution du droit de la femme en France. Dit comme ça, c'est chiant, mais c'est très drôle, parce que je mets des vannes. Et donc, beaucoup de journalistes me disent, mais d'où vient cet engagement ? Pourquoi vous êtes aussi féministe ? Pourquoi ? Et à chaque fois, je réponds, les femmes, j'ai des choses qui sont vraies, mais le cœur, le fond du problème de ce qui m'est arrivé, j'en parle pas. Jusqu'au jour où ? Et un jour, je dis à mon attaché de presse, tu sais quoi, là, j'y arrive plus en fait, j'arrive plus. Un jour, ça va sortir. Et elle me dit, attention, ne le sors pas n'importe comment, devant n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Il faut garde la mesure de ça, parce que tu vois, déjà, tu as perdu le contrôle quand tu es violée, mais là, c'est toi qui dois contrôler pour savoir comment le dire, pour pas que ça se retourne contre toi, qu'on sorte un extrait, un machin. Bien sûr. Et je me dis, ok, mais comment on fait pour faire son MeToo ? Je vais pas faire un tweet, je vais pas mettre un message, une vidéo, faire appeler des journalistes, je sais pas. Et c'est là que me vient l'idée de le faire dans mon cadre à moi, donc de garder le contrôle dans mon spectacle. Et je me dis, ok, sauf que moi je suis humoriste, c'est bizarre de faire ça là-dedans. Et c'est là que me vient la deuxième idée. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais le faire et je vais en faire rire. Je vais faire rire du viol parce que le message que je vais lancer, c'est même quand ça nous arrive, il faut reprendre le contrôle et rire à nouveau. Ne pas laisser le pouvoir à nos agresseurs de nous anéantir complètement. Et leur montrer que voilà, tu m'as mis à genoux, mais voilà, je suis de nouveau debout et je ris. Parce que je vis, parce que j'ai qu'une seule vie. Ça fait partie de mon histoire. J'aurais préféré évidemment que ça ne m'arrive pas. Mais ça m'est arrivé. Maintenant, je dois vivre avec ça et trouver quelque chose de positif. Ouais, tu gardes le choix de le transformer, d'en faire ce que tu veux en tous les cas. Et de la même façon que j'essaie de trouver quelque chose de positif à la mort de mon père et je me dis, cette communication directe et rapide, allez, c'est un truc positif, les synchronicités, les joies que je vois au quotidien. Et avec le viol, sur cet étang de merde, on va faire naître une fleur. Et la fleur, c'est, je vais faire rire et avec ça. Donc déjà, les mecs, le voyant... Oui, parce qu'au lieu de dire c'est mal d'agresser comme ça, certains hommes, en passant par l'humour,
en fait, des fois, ça a plus de pouvoir. Et je le pense sincèrement que par l'humour, des fois, tu te rends mieux compte de la folie du moment. Bien sûr. Surtout que c'est un truc un peu choquant, donc... Oui, plutôt que par des discours moralisateurs, mais ouais, complètement. Donc, et puis tu passes le relais aussi de cette force collective que toi, tu as ressentie. Oui, et surtout, je reçois des messages de femmes qui me disent grâce à vous, je me sens mieux parce que moi aussi, j'ai pas trouvé le courage de porter plainte. Peut-être qu'un jour, je l'aurai. Et comme je le dis, on fait comme on peut. Moi, il m'a fallu du temps, et au moment où je l'ai trouvé, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent le trouver. Parce que ça peut détruire d'aller porter plainte et de se faire démonter comme le font certaines. Bien sûr. Donc, il faut être forte. Pour terminer cet échange, en une phrase, ta perception de l'ambition, ça représente quoi pour toi ? L'ambition, c'est une qualité positive. Tu vois, je mets qualité et positive. Parce que trop de fois, on entend que l'ambition, être trop ambitieux, c'est pas bien, etc. Non, être ambitieux, ça veut dire vouloir le meilleur pour soi. C'est tout. Ça ne veut pas dire écraser les autres. Moi, j'arrête pas de dire, j'ai passé mon énergie sur moi, je regarde pas ce que font les autres humoristes et j'espère pas qu'un autre humoriste va se planter. Le bonheur et la réussite des autres doit me profiter aussi. Elle n'entrave pas la tienne, bien sûr. Elle n'entrave pas la mienne, et même mieux, ça veut dire que si des gens sont allés le voir et ont aimé, ils vont ensuite aller voir d'autres spectacles. Mais ça, je pense que ça arrive quand tu as trouvé ta singularité. Tu vois, que tu peux ressentir ça quand tu as trouvé ton endroit, ta singularité. C'est là où tu arrêtes de te comparer. Ouais, alors je ne sais pas si c'est un rapport, moi je vois pas. Parce que trouver qui tu es et ce que tu fais, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi. C'est pour trouver qui tu es et pour trouver ta voix. Je pense sincèrement qu'au lieu de regarder les autres, ça ne marchera jamais. C'est pose-toi 5 minutes. Moi je dis souvent, posez-vous 5 minutes à un endroit sans enfants, les chiottes, idéal. Tu fermes, un petit cahier et un crayon et tu dis, ok, j'ai quel âge ? Le petit bilan de la vie. Qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui va pas. Recentre-toi sur toi pour voir ce que t'aimes, pour te dire, et prendre 5 minutes pour trouver ça dans une vie, c'est pas facile. Hein. La vie, elle coule, elle file à une vitesse, les enfants, les impôts, le boulot, ton patron, tes parents, tes amis, ton yoga qui est machin, qui est à telle heure, et puis il faut faire les courses pour la bouffe. À la fin de la journée, tu mets dans le canapé, tu te mets sur Netflix, tu te dis, j'ai rien envie de faire. Non, prends-toi 5 minutes pour dire, ok, vas-y, viens, je me parle à moi-même. Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aime ? Alors, c'est compliqué au début de se dire, attends, je veux se parler à soi, c'est un peu bizarre. Et l'ambition, en fait, c'est juste de dire, ok, je sais qui je suis, voilà où je suis, et voilà où je veux aller. Mon rêve absolu prend la plus grosse des ambitions, même un truc. Alors, je pose juste un bémol à la plus grosse ambition. Si tu as 88 ans et que tu veux devenir danseuse étoile, je pense que c'est pas le bon rêve. Mais si tu as 88 ans et que ton kiff c'est la danse, inscris-toi en cours de danse, fais la danse. Tu ne deviendras pas danseuse étoile, a priori, je pense pas, quoique j'en sais rien, mais pareil pour tu veux devenir astronaute, tu vois. Si tu as 8 ans, vas-y, fonce. Tu as 54 ans, je ne sais pas si c'est le bon moment. Donc il faut quand même avoir un rêve qui soit malgré tout un peu faisable. Mais ça ne veut pas dire 100% faisable. Bien sûr, c'est ce qui donne l'élan pour. Vois grand. Et vise la Lune, parce que de toute façon, même si tu ne l'atteins pas, le chemin pour aller à la Lune, il est chambé. Bah, tu sais, le thème de notre soirée de janvier dont je te parlais, c'était Sky is not the limit. Donc, complètement aligné. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de ton spectacle au Grand Rex ? Oui, c'est les 20, 21 et 22 mars, donc c'est très très bientôt. Bravo, merci beaucoup d'avoir été avec nous avant justement ce qui t'attend et à très bientôt Caroline. Merci. Merci.